Tout le monde est là? Deuxième round. Notre prochain orateur est le professeur Bart Louise. Bart est un expert dans de nombreux domaines. Cardiopédiatre, généticien, chercheur. Bart est un bourreau de travail. Il est à la tête du Centre de génétique médicale et des fonctions maladies rares de l'hôpital universitaire d'Anvers. Il donne cours à l'université d'Anvers et est également professeur invité au Centre médical universitaire de Nijmegen aux Pays-Bas. Il a été chercheur en génétique clinique pendant 5 ans à l'université Johns Hopkins à Baltimore, aux États-Unis. Chercheur chevronné, unique chercheur dans le domaine des maladies rares à avoir été récompensé du prix Franky, le Nobel belge. Ses travaux sont reconnus internationalement. Bart s'intéresse à la cardiogénétique et plus particulièrement aux causes héréditaires des dilatations et dissections aortiques. Avec le professeur Golditz, il est co-découvreur du syndrome de Loeys-Dietz, apparenté au syndrome de Marfan. Bart fait également partie de plusieurs consortiums internationaux, dont le VASGEM déjà évoqué. Depuis 2018, il co-préside le comité scientifique de la Fondation Sandra Genome, dont il est l'un des moteurs. Avec le professeur Cook, il mène la recherche James, née des travaux du comité scientifique de la Fondation Sandra Genome. Car Bart ne fait pas que suivre les patients d'un point de vue médical. Il est à leur côté à 200% lorsqu'ils sont animés d'une volonté de faire progresser la recherche. Il est temps à présent de lui laisser nous en dire plus au sujet de James, la fascinante quête des gènes protecteurs. Bart, le floor is yours. Merci beaucoup pour l'introduction, c'est un plaisir d'être ici. Je vais vous essayer d'expliquer un sujet assez compliqué, mais j'espère d'une façon compréhensible. Je vais penser en néerlandais, parler en français et les diapos sont en anglais. Donc ça va être difficile pour les traducteurs. Donc, je ne pense pas que je dois introduire le syndrome de Marfan. Comme vous savez, c'est une atteinte surtout des yeux, avec la luxation du cristallin, des problèmes squelettiques qu'on a déjà discuté, et l'anérisme de l'aorte. Ça se présente dans 1 sur 3000 personnes, et la cause génétique est déjà connue depuis longtemps. Ce sont des mutations dans un gène qui s'appelle FBN1, c'est fibrilline 1. C'est une protéine qui est présente dans la matrice extracellulaire autour des cellules qui donne la rigidité sur les tissus. Et du côté génétique ou génomique, je pense qu'il y a à ce moment-ci plusieurs choses qu'on peut discuter. Avec les méthodes moléculaires qu'on a maintenant, on est capable de trouver la mutation causale dans plus de 95 ou 95% des patients. Donc, il y a une petite majorité, un petit nombre de patients qu'on ne peut pas trouver la mutation. On ne pense pas que c'est un autre gène, c'est seulement qu'on n'est pas capable d'analyser tout le contexte de fibrilline 1. Et ces patients rares ont le plus probable des altérations, des mutations génétiques dans des parties des gènes qu'on n'examine pas en détail. Donc, on est vraiment convaincu que fibrilline 1 est la seule gène qui cause le Marfan typique. Ce qu'on a appris et ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est que c'est assez difficile pour prédire, partant de la mutation, donc du génotype, le phénotype. Donc, c'est difficile quand on voit la mutation pour dire est-ce que le patient va avoir une mutation du cristallin, est-ce que ça va être une type cardiovasculaire sévère ou pas. Et comme on a déjà discuté, c'est difficile pour prédire la progression de l'anérisme de l'aorte et en plus pour prédire la dissection. On utilise le diamètre, comme on a déjà discuté, mais on est convaincu qu'on doit découvrir d'autres facteurs qui sont importants et on va discuter ça aujourd'hui sur le plan génomique.
Une autre conséquence ou un autre avantage de mieux comprendre les génomiques, c'est si on peut trouver des choses qui peuvent améliorer la progression de l'analyse de l'aortique, peut-être qu'on peut faire des traitements qui font la même chose. Et donc, comprendre la progression de l'aorte du plan génétique va aider à développer des nouveaux traitements. Donc, à ce moment-ci, on sait que des mutations, maintenant on doit dire des variants pathogéniques, on ne peut pas utiliser le mot mutation, donc peuvent causer le marfan. Et comme vous voyez, les mutations sont présentes dans tous les gènes. Donc, c'est la structure du gène. Et comme vous voyez, il y a des altérations partout. On sait aussi que les altérations dans le gène fibrilline 1 peuvent causer des maladies qui se ressemblent très bien à la marfan. Il y a des familles rares où la mutation de fibrilline 1 seulement cause des problèmes oculaires, luxation du cristallin ou des problèmes de plan squelettal. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on a aussi découvert que dans certains domaines, et c'est le domaine rouge là-bas, le numéro 4 et le numéro 5, peuvent causer des phénotypes qui sont complètement le contraire du marfan. Et on appelle ça le Stinsky syndrome ou acromérique dysplasia. Ce qu'on voit, c'est que des mutations d'os dans la fibrilline 1 causent un statut petit. Ces patients n'ont pas une dilatation de l'aorte, ils n'ont pas de problème de luxation du cristallin et les doigts sont plutôt courts que longs. Donc ça indique déjà que certaines corrélations peuvent être faites entre les génétiques et les conséquences moléculaires. Quand on se concentre maintenant sur le marfan, il y a deux choses qu'on peut déduire de la variabilité clinique qui est présente. D'abord, on sait que deux patients avec le marfan, même s'ils ont des mutations dans le gène fibrilline 1, ils n'ont pas le même phénotype, il y a des différences. L'autre chose qui est encore plus compliquée, je pense, pour comprendre, c'est que même dans une famille avec la même mutation de fibrilline 1, il y a des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires sévères, il y a d'autres qui n'ont pas de problème à vieil âge. Donc, ça indique qu'il y a une certaine variabilité qui ne peut pas être expliquée seulement par la mutation de fibrilline 1 elle-même. Donc, on va discuter un petit peu ce qui est connu à ce moment-ci. Donc, quelles sont les explications moléculaires pour les différences entre les familles, mais même dans une famille. Et on va faire ça sur deux niveaux. D'abord, qu'est-ce qu'on sait sur la variation dans la fibrilline 1 elle-même ou dans les autres gènes. Il ne faut pas oublier, on a 21 000 de gènes, donc il y a beaucoup d'autres variations qui peuvent influencer ce qui est causé par la mutation ou l'altération pathogénique dans la fibrilline 1. D'accord, donc dans mon opinion, il n'y a qu'une seule corrélation très claire sur le plan de la type de fibrilline 1 mutation. Et c'est celui-ci. Donc ça, c'est un des domaines jaunes que j'ai démontré sur le diapo précédent. Et dans ce domaine, il y a certains ponts, des connexions entre des molécules qu'on appelle des cystines. Ce sont des ponts de sulfure, c'est ça en français? Et donc c'est très important pour la structure et la rigidité de la molécule. Donc si tu changes un cystine de C, on va perdre ces connexions dans la molécule et on va altérer la structure. Et ce qu'on sait, et c'est vraiment démontré dans plusieurs études, si on a une altération d'une cystine ou si on crée un cystine additionnel, on a 3 fois plus de chances d'avoir une luxation de cristallin. Donc, en général,
on peut dire que 50-60% des patients de ma foi ont une dislocation de cristallin. Si tu as un cystine, le risque augmente vers 80%. Si tu n'as pas de cystine, ça diminue vers 20%. Donc ça, c'est vraiment très clair, mais ce n'est pas unique. Hein. Ce n'est pas parce que je sais que vous avez une mutation de cystine que je peux dire avec 100% de risque qu'il y a une luxation de cristallin. Dans le passé, beaucoup de chercheurs de l'Espagne, de la France ont essayé de trouver des corrélations entre le type de mutation et la sévérité de, par exemple, l'atteinte cardiovasculaire. Pour vous expliquer un petit peu, je dois vous expliquer un petit peu qu'il y a deux grandes catégories de mutations. Donc, dans la situation normale, l'ADN fait la code pour la fibrilline et vous avez une protéine normale. Maintenant, il y a deux possibilités pour changer ça. Il y a une altération quantitative et une altération qualitative. Quantitative, ça veut dire que tout que le patient de Marfan produit est normal, mais c'est 50% de la moitié normale. Donc, on appelle ça, avec le terme génétique, haploinsuffisance. Donc, tout ce que vous faites comme patient de Marfan de fibrilline est normal, comme vous voyez ici, mais il n'y a que 50% de la quantité normale. La deuxième catégorie, c'est une catégorie que vous faites des protéines, mais des protéines qui sont anormales. Donc, ils ont une structure, comme vous voyez ici, qui ne ressemble pas à la situation normale. Donc, dans cette condition-là, on a une altération qualitative. Donc, ça veut dire que vous faites 100% des protéines, mais 50% est d'une qualité anormale. Et donc, on a espéré dans le passé que ça peut-être peut prédire la sévérité de l'atteinte cardiovasculaire. Ou la sévérité des caractéristiques squelettales. Ce qu'on voit, qu'il n'y a pas très... je vais retenir une phrase. On a eu la chance d'analyser l'ADN de plus de 300 patients qui étaient dans l'étude grande américaine qui a comparé le losartan et l'athénolol. Donc, on a des données cliniques très spécifiques, très détaillées pendant 3 années. Donc, on peut comparer dans ce groupe-là. Et il y avait presque 180 patients avec le dominant négatif, donc le problème qualitatif, et presque 125 patients avec l'haploinsuffisance. Il y a une tendance, mais c'est vraiment une tendance, c'est pas significatif sur le plan statistique, que les patients avec la haploinsuffisance ont un peu plus de signes squelettales. Quand on compare les diamètres de l'aorte, et c'est au début de l'étude, mais même pendant les 3 années qui sont être suivies, on ne voit pas de différence sur le plan cardiovasculaire. Donc, les dimensions de l'aorte et la progression de l'aorte étaient la même dans les deux groupes. Et donc, on n'a pas eu être capable de confirmer que ce que d'autres études dans le passé ont jugé. Même quand tu regardes pour l'effet de la mutation sur le traitement, vous avez 4 groupes, haploinsuffisance avec bêta-bloquant, ou losartan, ou dominé négatif avec athénolol ou losartan, on n'a vu aucune différence. Donc, ça ne change pas le diamètre, ne change pas le résultat des traitements. Une autre chose qu'on a regardé, ce qui est aussi déjà suggéré dans le passé, peut-être que la location, donc la place de la mutation, est importante pour prédire la conséquence. Ce que j'ai déjà discuté avec vous, c'est que la dislocation du cristallin est plus fréquente avec les mutations dans le groupe de dominant négatif, celui qui change les cystines sont les plus importants. Et ce qu'on a vu, c'est que quand tu partages les gènes dans 3 grands domaines, donc le premier, du gène, au milieu et alors la dernière partie,
que la fréquence de la luxation du cristallin est plus augmentée dans la première partie. Mais de nouveau, ce n'est pas unique, donc c'est difficile pour un patient individuel pour prédire. Mais c'est la première fois qu'on a observé ça. On a fait le même exercice pour l'aorte, parce que dans le passé, on a appelé la région au milieu la région néonatale, parce qu'on a démontré que souvent des mutations là donnent une atteinte cardiovasculaire plus sévère. On a confirmer ça, mais ce qu'on a vu, c'est que la région est en effet un peu plus large que ce qu'on a dit dans le passé. Mais comme vous voyez, il y a beaucoup de variabilité. Il y a aussi des exons au début du gène qui ont une atteinte cardiovasculaire sévère. Donc, c'est vraiment très difficile, et ça c'est la conclusion principale, que le type et la location de mutation ne peut pas prédire pour un patient individuel, quel sera le phénotype, spécifiquement pour la sévérité cardiovasculaire. Donc, on veut essayer de nous améliorer pour être plus sûr, pour faire des prédictions. Et pour ça, je vais introduire ce concept qu'on appelle affected versus unaffected mutation carriers. Donc, dans la situation idéale, sur un plan génétique, tout le monde qui a la mutation a une dilatation de l'aorte. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. On voit que certains patients ont les altérations génétiques, mais ils ne développent pas une dilatation de l'aorte. Et donc, si on peut comprendre ça mieux, on peut mieux prédire et peut-être on peut mieux traiter. Donc, on va chercher des exemples des personnes qui sont atteintes très jeunes et on va comparer avec des gens qui sont plus âgés qui n'ont pas une dilatation de l'aorte. Pour répondre à la question quelle est la raison génétique qui explique cette variabilité. Et comme j'ai déjà dit, si on comprend ça mieux, on peut peut-être faire le même sur le plan thérapeutique. Donc, on parle de la situation que des patients ont une mutation, mais on cherche des familles, des individus qui ont une variabilité, à l'un côté avec l'aorte normale, à l'autre côté avec une atteinte sévère, et on fait l'hypothèse que ça est parce qu'il y a des modificateurs génétiques dans les 21 000 autres gènes qui sont là. Donc, il y a deux stratégies que je vais vous discuter. Il y en a beaucoup, mais on a des idées comment on peut découvrir cette variation. Une stratégie qu'on a développée ensemble avec les collègues de Gand et aussi avec le professeur Haldis, c'était initialement la raison que je suis allé aux États-Unis, c'est de trouver des familles larges où il y a des personnes qui ont l'atteinte sévère ou pas d'atteinte à vieillage. Et on va faire ce qu'on appelle une analyse de liaison. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'identifier dans tout le matériau génomique où est l'explication pour cette variation. Donc, on ne cherche pas la mutation causale parce qu'on sait que la mutation causale est connue, c'est une mutation de fibrillin 1. Non, on veut découvrir la place où se passe la modification. Et je vais vous montrer, ce sont les arbres de famille, et comme vous voyez, on a codé les individus. Donc, les rectangles sont les hommes, les cercles sont les femmes. Et comme vous voyez, ils ont une code bleue quand il n'y a aucun ou très peu d'atteinte aortique. Ou s'ils ont une maladie sévère, ils sont indiqués en rouge. Les enfants qui sont trop jeunes pour être déterminés, on n'inclut pas dans l'étude. Et alors, on va, par une méthode qui s'appelle l'étude de liaison, chercher sur tous les chromosomes où est la location qui explique cette variabilité. Et ça nous a donné une région
sur le chromosome 6, donc on a 23 de chromosomes, donc il n'y avait qu'une location qui est partagée par tous les individus qui n'avaient pas une dilatation de l'aorte à CVH. Donc c'est une place sur le génome où il y a un facteur protectif. Et donc, on peut regarder alors quels sont les gènes qui sont impliqués là-bas. Je ne vais pas discuter en détail, mais c'est un gène qu'on a beaucoup de raisons pour croire que ça peut influencer la sévérité de l'atteinte cardiovasculaire. Une autre approche, et c'est la raison qu'on présente aujourd'hui, qu'au début de ce siècle, on a eu une vraie révolution dans la génétique par le développement de Next Generation Sequencing. Donc, c'est une méthode de décoder l'ADN d'une façon plus rapide, plus efficace et plus économique aussi. Et donc, Septimer, qui a gagné le prix de Nobel en 2002, a dit que le progrès dans la science dépend des techniques nouvelles, des nouvelles découvertes et des nouvelles idées. Et je pense que c'est vraiment vrai dans cette situation-là, parce qu'avec la collaboration de la Fondation, on a vraiment fait des brainstorm pour trouver des nouvelles stratégies, des nouvelles approches pour appliquer cette technologie pour trouver des explications sur les questions que j'ai déjà posées dans un contexte international. Donc, je ne me rappelle plus quand cette photo a été prise, mais c'était peut-être 2018. Ouais. On s'est rencontrés à Bruxelles aussi, dans une belle environnement aussi. Et on a discuté avec plusieurs experts internationaux pour voir quelle est la meilleure approche pour découvrir les modificateurs génomiques. Et entre-temps, on a fait des études pour voir est-ce que cette approche est vraiment possible et qu'est-ce qui est nécessaire pour conduire l'étude à ce moment-ci. Donc, ce qu'on a décidé, c'est d'essayer d'identifier une mutation dans le gène fibrilline 1 qui est présente chez beaucoup de patients, mais qu'on a aussi l'observation clinique qu'il y avait une variabilité dans la présentation cardiovasculaire. Et ça, c'est la naissance de James. Donc, c'est une étude qui va chercher spécifiquement la variabilité génomique qui explique cette variabilité clinique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans la littérature, dans des databases, sur des variants dans le fibrilline 1 qui étaient récurrents. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs familles, plusieurs individus qui présentent cette variation. Donc, on a fait la liste et on a fait deux choses. Alors, on a regardé est-ce qu'il y a une variabilité cardiovasculaire et est-ce qu'on a suffisamment de patients pour faire l'étude. Et ça nous donné cette mutation-ci qui est présente chez 1% de tous les patients de l'enfant et qui présente aussi une variabilité assez prononcée. Donc, à ce moment-ci, on sait qu'il y a au moins 200 patients dans le monde qui ont cette mutation, mais ce qui est plus important, par exemple, on a aussi un database qui contient, c'est ça, des individus asymptomatiques. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, qui ne sont pas connus avec leur enfant, mais qui portent quand même la même variation. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes, non, les enfants sont normaux aussi, mais qui n'ont pas une atteinte cardiovasculaire connue, qui portent cette mutation. Donc, ce qui prouve qu'il y a une variabilité avec la même variation dans la fibrilline 1 dans des patients qui ne sont pas atteintes.
Et dans les familles qu'on connaît, donc dans les 200 patients, on sait qu'il y a des patients qui sont là, qui sont à vieil âge, qui n'ont aucune dilatation de l'aorte, et qu'il y a des jeunes qui ont déjà des chirurgies à jeune âge. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, on va caractériser toute la cohorte et on va les mettre en ordre de la sévérité de l'atteinte cardiovasculaire, de l'anévrisme aortique, ce qui est fait par le temps qu'ils ont fait la chirurgie, ou la dilatation de l'aorte qui est corrigée pour la taille et le poids du patient, ce qu'on appelle le Z-score. Et alors, on va comparer les extrêmes. Donc, on va comparer les extrêmes de cette cohorte. Donc, on va essayer d'obtenir l'ADN de tous les patients et on va faire un séquençage du génome des extrêmes. Donc, les meilleurs, entre guillemets, qui n'ont pas une dilatation ou ceux qui ont déjà eu une chirurgie à jeune âge. Si on fait ça, on va trouver beaucoup de variations. Il y a 3 billions de lettres dans notre ADN. Donc, on doit avoir quelque chose pour mieux interpréter cette variation. Et on va faire ça par créer, et Julie a déjà expliqué ça, par créer des cellules de souche de ces patients-là. Donc, si on prend un biopsie de peau avec les fibroblastes ou une prise de sang avec les cellules qui sont là, on peut reprogrammer ces cellules pour dire devient une cellule de souche. Et alors, on peut demander à ces cellules de souche de devenir des cellules qui sont présentes dans l'aorte. Donc, ce sont les cellules souches vasculaires. Et on va regarder quelles sont les protéines qui sont produisées par cette groupe de cellules. Et donc, c'est le plus proche qu'on peut arriver chez l'aorte d'un patient, parce qu'on part de l'ADN de ce patient avec toute la variation qui est présente là, et par comparer ces deux, on espère d'identifier les facteurs qui sont responsables. C'est difficile à expliquer, mais on a aussi une très belle vidéo qui est faite par l'étudiante de doctorat qui est dans notre groupe en train d'étudier ça. Et on va essayer de le faire. Donc, elle était là avant la pause, mais elle avait d'autres publications. Elle s'appelle Lotte van der Heuvel. Et pour le website de la fondation, elle a fait une vidéo pour expliquer. Donc, la vidéo, elle parle en anglais, sous-titrée en néerlandais, mais j'espère qu'on peut avoir une traduction. Mais c'est une explication assez simple. Do you know what the actor who played Chewbacca in the Star Wars saga, the NBA player Isaiah Austin, and the singer Troye Sivan have in common? They all are ambassadors of the Morphin community. My name is Lotte. I'm an FWO doctoral researcher at the University of Antwerp and Ghent, and with the extra help of Foundation 101 Genomes, I conduct research on Marfan syndrome. But what is Marfan syndrome? Marfan syndrome is a connective tissue disorder caused by a mistake in the building plan of our body, the genes. This results in mistakes in the 3 major systems of the body. First, the eye, a dislocation of the lens can occur. Secondly, the skeleton is affected. Marfan syndrome patients are usually very tall and have long, slender fingers due to the overgrowth of their bones. Thirdly, and most importantly, the aorta, the most important blood vessel in the body that brings blood from the heart to the rest of the body, can start to dilate. This dilation can eventually lead to rupture and disastrous leakage in the body and sudden death. Up until now, only surgery could prevent this disastrous leakage and no medication is known. 1 in 3,000 people are affected by Marfan syndrome. This is caused by a defect in the Fibrillin-1 gene, which is important for the building of the connective tissue in our body.
Despite a mistake in the same gene, people at a very young age can already develop aortic dilation, while other people live a long life without any sign of aortic dilation. This is even seen within one family. In our research, we focus on finding the missing puzzle piece to determine the difference in aortic dilation between patients. A saliva sample will simply provide us with the DNA of the patients. But how do you research the aorta of living patients inside the lab? When patients with aortic dilation undergo surgery, we can simply take a piece of their aorta. But with patients who don't develop aortic dilation, we need a new technique. So there's a new technique that helps us. We can take blood from the patients and then we can add factors to the cells so that they think that they are stem cells who can grow to anything they want. Then we let them think that they are aortic smooth muscle cells. These smooth muscle cells can then be researched in the lab as an aorta in our dish. DNA and the comparison of vascular smooth muscle cells will give us more insight in the difference between patients, the missing puzzle piece. We want a better risk assessment for the patients, but we also want to try to discover a protective factor to prevent aortic dilation. By mimicking this factor, we can prevent aortic dilation in Marfan patients. I hope this video provided you with a better insight in our research, because we need your help. So this video is on the website, and if the patients want to participate in the research, they have to watch it. And it's also sous-titré I'm speaking English. Quand les patients veulent participer dans l'étude, ils doivent regarder cette vidéo. Et c'est tout sous-titré dans la langue qu'ils sont présents. Donc, il y a deux possibilités pour collaborer. On va essayer de contacter des médecins qui ont accès aux patients avec cette spécifique mutation, mais on va aussi essayer d'avoir des patients inclus dans l'étude directement. Donc l'étude a été approuvée par le comité éthique d'Anvers et Végan, et c'est un travail très difficile avec beaucoup de difficultés, mais on va avoir aussi aux Pays-Bas, dans la France et au Royaume-Uni. Donc, pour avoir la possibilité qu'un médecin dans un pays qui n'est pas la Belgique peut inclure le patient, il doit avoir un comité éthique local, et ça prend beaucoup de temps. Alors, ils peuvent inclure les patients après qu'ils ont donné leur consentement, et on va faire une prise de sang pour l'ADN et aussi pour créer les cellules de souche. L'autre possibilité, et je pense que Romain va expliquer en plus de détails, c'est que les patients directement peuvent contacter notre étude. Et dans ce cas-là, on ne va pas faire la prise de sang, mais on va travailler avec la salive qui peut donner aussi l'ADN, qui n'est pas possible pour faire la création de cellules de souche, mais on n'a pas besoin de cellules de souche de tous les patients, seulement des extrêmes. Donc on peut recontacter ces patients-là pour participer dans l'étude. Et donc, le website est là, donc vous pouvez regarder, il y a beaucoup d'explications sur l'étude, il y a des vidéos et il y a le consentement que les patients doivent signer. Un système très bon développé par la Fondation en Belgique avec DocuSign et Etsy to signer les papiers. Donc, le website est disponible dans 5 langues maintenant, donc pas seulement le français, l'anglais, mais le néerlandais, l'allemand et l'espagnol. Et donc tout est traduit et on espère qu'on va être capable de recruter tous les patients qui sont connus dans le monde. Donc, on est en train de chercher spécifiquement des femmes jeunes atteintes, parce que c'est plus difficile pour trouver. En général, les hommes sont plus atteints que les femmes.
Et donc, on cherche des hommes qui ne sont pas atteints à VIH. Donc, ce sont les patients les plus précieux pour cette étude-là. Donc, on va voir le website où vous pouvez nous contacter. Et je veux bien remercier tous les gens qui ont donné l'argent. Ici, c'est Lotte. Et Angélica est aussi présente aujourd'hui. Elle est la coordinatrice de l'étude sur le plan pratique pour envoyer les box avec les matériaux pour rassembler les salives ou les prises de sang. Et merci à vous pour écouter. Moins de 45. Parce que c'est difficile pour trouver des femmes qui ont une atteinte cardiovasculaire à jeune âge, avec cette mutation spécifique. Donc, quand on fait l'analyse des gens qui sont déjà inclus maintenant, on voit qu'on a plus d'hommes qui sont atteints que des femmes qui sont atteintes. Et donc, il y a un facteur de sexe qui influence aussi l'expression cardiovasculaire. Et donc, pour nous, c'est important pour essayer de trouver des exceptions pour comparer les extrêmes. On vraiment cherche les extrêmes. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'au sein d'une même famille, entre frères et sœurs, la mutation apparaît chez certains, donc, qui va amener des modifications phénotypales du marfan, et chez d'autres, la mutation n'apparaît pas. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est ça que l'on cherche. Donc, ce qu'on sait que cette molécule de fibrilline 1 ne marche pas seule. Elle est dans un contexte d'une cellule, dans une matrice extracellulaire. Et donc, on pense que d'autres facteurs, des facteurs qui sont liés au fibrilline 1 ou qui sont la conséquence de la déficience de fibrilline 1, peuvent faire une sorte de compensation. Donc, par exemple, ce qui a été démontré, c'est que d'autres protéines dans la matrice extracellulaire peuvent compenser pour la déficience de la fibrilline 1. Donc peut-être si on peut trouver quels sont ces facteurs-là, qu'on peut mieux comprendre la maladie et qu'on peut faire des traitements qui donnent la même compensation. Donc ça c'est le but de l'étude. C'est pas dans toutes les familles qu'on voit cette variabilité. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles tout le monde a une atteinte assez comparable, mais ce n'est pas toujours le cas. Ma question ne porte pas sur la variabilité, mais plutôt sur la mutation elle-même. Qu'est-ce qui fait que certains individus sont débutants et d'autres ne le sont pas au sein de la même famille? Donc mais tout le monde a la même fibrilline 1, donc tout le monde a la mutation de fibrilline 1 dans une famille. Tous. Ouais, pas tous les individus, mais tous les membres de famille qui ont le marfan. Oui, mais dans une famille. Oui. Ah, c'est 50% de transmettre, c'est ça que vous voulez demander. Donc, la raison pour ça, c'est qu'on a deux copies de chaque gène. Donc, un que vous avez reçu de votre mère, un que vous avez reçu de votre père, et vous transmettez seulement une. Donc, vous transmettez la copie avec la mutation ou sans la mutation. Mais on n'est pas intéressé dans les membres de famille qui n'ont pas la mutation parce qu'ils ne sont pas atteints. Donc, ils n'ont pas de raison pour développer une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment dans la famille, tous les individus qui ont la mutation et qui ont une expression variable.